Bien, chers amis, bonjour. Alors, vu l'intensité des événements en Israël comme en France, vu l'accélération de la situation alarmante en Europe, alors nous avons décidé, mon ami Louis Drey et moi, et moi-même, de parler du couple France-Israël. Alors c'est vrai, pour certains, ça va paraître saugrenu. Un couple France-Israël, on n'en a jamais entendu parler. Pourtant, au niveau de la Torah, au niveau du Zohar, au niveau des éléments qui sont, disons, plus ou moins secrets de nos maîtres, la France joue un rôle extrêmement important dans l'histoire du monde, dans l'histoire universelle. En hébreu, la France s'appelle Tsarfat. Tsarfat. Le mot tsar signifie, si vous voulez, la racine de Mitzraïm, ça veut dire l'Égypte. Alors il ne faut pas prendre l'Égypte comme un pays, il faut prendre l'Égypte comme l'étroitesse d'esprit, comme la rationalité. Et la France est un pays du rationnel. Et donc, si vous voulez, la France est un pays non seulement du rationnel, mais aussi et surtout, la France veut développer, comme a voulu l'Égypte, les pharaons, développer la culture française dans le monde et la pensée française, notamment scientiste, dans le monde. Et vous avez aussi dans ce mot tsarfat, fat. Fat, c'est la même gematria de Lilith. C'est 480. Et c'est-à-dire la valeur numérique de fat, c'est 480, c'est la même valeur numérique que Lilith. Alors permettez-moi de rappeler, pour ceux qui ne savent pas, que pendant 130 ans, Adam Arishon n'a pas eu de femme, et il a eu, excusez-moi du peu, je vous demande pardon parce que je n'aime pas parler comme ça, mais il a eu une semence perdue. Pendant 130 ans. Il n'a pas fait exprès, nos maîtres disent qu'il dormait. Et cette semence-là, elle a été ensemencée par Lilith. Alors c'est quoi Lilith? Lilith, ce sont des forces démoniaques, extrêmement puissantes, qui ont utilisé la semence d'Adam pour, si vous voulez, dévergonder notamment les femmes. Et c'est pour ça que nous voyons aujourd'hui tellement de jeunes filles, depuis déjà au moins 50 ans, pour ne pas dire plus, qui montent leur nombril, qui se déshabillent, etc. C'est-à-dire que, véritablement, Lilith, c'est la femme qui a fauté. Ce sont ces forces de Chava, de Ève, qui ont fauté. Maintenant, la France porte en elle ces deux forces, si vous voulez, la force de l'Égypte et la force de Fat, de Lilith. C'est pour ça que vous avez la France est très attirante au niveau extériorité. D'abord, c'est un très beau pays, il n'y a aucun problème, d'accord? Nous connaissons bien la France, nous avons vécu des dizaines d'années, et c'est un très beau pays, mais c'est un pays dont l'extériorité est manipulée par des forces impures, absolument inimaginables. Et ces forces impures, absolument inimaginables, au niveau de son extériorité, ont fait que la France a descendu d'étape en étape, de grade en grade, de gradation en gradation, vers, aujourd'hui, on dirait, le chaos. Les événements que nous avons vécus en France les derniers jours prouvent que la situation devient tout simplement incontrôlable. Pourquoi? Parce que la France joue un rôle moteur dans la délivrance de l'universel, et le serpent de l'histoire, les forces du mal, savent très très bien qu'en pénétrant les forces de la France, en la perversion, par la perdition de la France, on arrivera à détruire le couple France-Israël. La France, dans son intériorité, est très liée à Israël. La France, dans son intériorité, est liée au Dieu, même si elle n'en a pas conscience, bien entendu, au Dieu un maître de l'histoire. Bien sûr qu'elle n'en a pas conscience. Bien sûr. Comme Israël aujourd'hui n'est pas conscient de sa mission, aujourd'hui. Eh bien, il faut tout simplement, non pas faire ressurgir le couple, excusez-moi du peu, franco-allemand, qui ne mène à rien. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde, si vous voulez, des forces mortifères. Nous sommes dans un monde de forces mortifères qui veulent détruire la France et l'Europe particulièrement.
Et face à cela, il y a Israël. Israël, c'est pas évidemment un hasard, il n'y a pas de hasard chez nous. Israël aussi, actuellement, est en train de subir des manifestations qui sont tout simplement éhontées, on cherche à tout simplement détruire l'État d'Israël comme on cherche à détruire la France. Il s'agit tout simplement d'une volonté de scission en France, comme il y a une volonté de scission en Israël. Et donc pourquoi ? Parce que, et mon ami Louis va en parler, parce que le mal sent que nous sommes arrivés à la fin des temps de l'histoire et que c'est la fin de son temps, de sa période, de sa domination. Le mal sent sa mort venir, donc il perd les pédales et il fait tout pour tout simplement dominer et détruire, déstructurer, etc. Pour finir, avant de passer la parole à mon ami, la France a vécu les 50 dernières années véritablement une descente aux enfers. Elle a perdu tout simplement sa production industrielle, elle a perdu son industrie, elle a perdu sa classe moyenne, elle a perdu ses PME, et vous savez mieux que moi que les PME en France jouaient vraiment un tissu social, un tissu économique, un tissu industriel absolument incomparable. La France était en pleine croissance dans les années 60 et 70 et au début des années 80 parce que les PME tenaient le coup. Or, il a fallu tout simplement par un processus de concentration de détruire ces PME. La France a perdu aussi tout son côté syndicaliste. On n'entend plus parler des syndicats. Où sont les syndicats aujourd'hui ? Où sont les syndicats aujourd'hui ? Si ce n'est qu'une sorte de réaction catégorielle, syndicat des policiers ou syndicat des avocats, etc. Mais où sont les syndicats ouvriers ? Alors qu'il y a une baisse plus que tendancieuse du pouvoir d'achat. On est en train tout simplement d'appauvrir la France comme on essaye aujourd'hui d'appauvrir l'État d'Israël. Donc c'est très intéressant, il y a le couple France-Israël qui est là sur la sellette de l'histoire et on va en parler. Je passe la parole à mon ami Louis Drey. Bonjour également, et nous reprenons donc ces discussions et ces vidéos que nous avons sur le mal pour bien faire ressentir que nous sommes liés, comme disait Fabien Mochet, le couple France-Israël. Il ne faut pas oublier que Napoléon a réuni le Sanhédrin en 1804 à Paris. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Sanhédrin, c'était la grande assemblée des prêtres de Jérusalem du temps du Beth Amikdash, du temple. Et en fait, il était prévu que ça se reforme au temps de la rédemption et du retour d'Israël sur sa terre. Et Napoléon a anticipé. C'est à Paris qu'il a convoqué tout l'ensemble des rabbins de France pour une assemblée qui devait déterminer si le peuple juif, en tant que peuple qui vivait en pouvait bénéficier de la citoyenneté. Puisqu'il y avait eu des grands débats à la Constituante sous l'abbé Grégoire et compagnie pour ce faire. Donc on ne va pas rentrer dans cette partie d'histoire d'une manière très profonde, mais c'était pour bien arrimer le destin. Et il faut savoir une chose, que par rapport à la politique qui est menée depuis pas mal d'années en France et qui, en fin de compte, pose un problème relationnel avec l'État d'Israël, à savoir le soutien permanent à l'État palestinien, et je vous donne un exemple. Voilà des émeutes tragiques qui se sont développées en France, et une opération antiterroriste dans un nid terroriste d'où sortent des meurtriers tous les jours sur les routes d'Israël, et en faisant un travail, mais aucune armée. Je vous fais une confidence, je viens d'Algérie, je suis passé par la France pas mal d'années avant d'être en Israël, mais j'ai des souvenirs d'enfants, j'avais 14 ans, mais les opérations de maintien de l'ordre de l'armée française, mais c'était des dizaines de morts, des centaines. En 7 ans de guerre, l'armée française, les historiens varient entre 300 et 500 000 morts. Or, depuis la création de ces vagues terroristes, on peut parler de centaines, quelques milliers, mais pas des centaines de milliers. Donc ça veut dire que
l'armée israélienne est très parcimonieuse dans sa manière d'agir. Elle n'agit que... Mais que voulez-vous faire quand les terroristes se mêlent aux populations civiles? C'est impossible. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je vais vous faire une confidence. Je suis très interpellé par ce qui s'est passé d'abord en France, parce que j'y ai vécu. Mais comment mobiliser 45 000 hommes qui mettent leur vie en danger? Il y a eu 280 policiers blessés. Et vous n'entendez pas un manifestant par erreur qui est tombé? Mais ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire qu'on a affaire à des forces de l'ordre puissamment armées, mais qui ne peuvent pas prendre l'initiative d'un tir quand ils sont en danger. Mais c'est impossible de régler une situation comme ça. Et voilà maintenant les derniers discours, les dernières déclarations du président français. Nous avons rétabli l'ordre, je prends du recul, une réflexion, mais une réflexion sur quoi? Ça fait 40 ans, 50 ans d'émigration. C'est un chaos, c'est 1000 milliards que la France a dépensé pour intégrer quoi? Il fallait le savoir depuis le départ. Le livre de Batior, Eurabia, qui était sorti, Batior, c'était le pétrole contre de l'émigration, mais pas n'importe quelle émigration, parce qu'il y a eu en France une émigration après 1968, jusqu'aux années 70, jusqu'à la guerre du pétrole de Kippour. C'était une émigration de travail. Ensuite, c'était une émigration qui ne devait pas s'intégrer. C'était les accords secrets avec des pays comme le Qatar. Alors, évidemment, ne pas s'intégrer et des populations qui gardent leur culture, quand c'est quelques centaines de milliers, mais quand c'est des millions et des millions, mais ça change carrément le visage de la France. Aujourd'hui, la théorie du grand remplacement, ce n'est pas du complotisme, c'est une manière aujourd'hui de discréditer des gens qui veulent parler de la vérité. On n'a plus le droit de parler de vérité aujourd'hui. On est dans une dictature qui ne dit pas son nom. On appelle ça la civilisation républicaine. Mais quelle république? L'opposition ne peut pas parler, le peuple est bâillonné. Alors, n'oublions pas une chose, c'est que pour arriver, après la guerre du pétrole, à cette situation, il y a eu des étapes. Je ne vous cache pas qu'après la fin du mandat du général de Gaulle, aujourd'hui, avec le recul, je me pose des questions sur ce qui s'est passé en mai 68. Parce que De Gaulle était d'une manière intransigeante opposé à l'intégration à l'OTAN. Et comme par hasard, il a terminé son mandat de 10 ans, et lui qui était un grand patriote, a été remplacé par un homme de la finance, Pompidou, Georges Pompidou, et comme par hasard, immédiatement, la France est engagée dans des accords pour que l'État français rentre dans la servitude de la dette en empruntant des capitaux sur les marchés financiers mondiaux, alors qu'elle avait toujours l'habitude de se financer auprès de la Banque de France à 0%. Ça, vous n'entendrez pas dans la bouche des hommes politiques. Je guette et je suis tous les débats politiques. Il n'y a personne qui aborde ce sujet. Le montant de la dette de la France aujourd'hui est environ de 3 000 milliards. Les 2 tiers sont constitués par le service de la dette. Je ne parle pas de remboursement du capital. C'est impossible. C'est que le service de la dette. Et si vous ajoutez à cela que Pierre Brochard, ancien de la DGSE, comme directeur, a avoué dans une déclaration qu'il y avait un rapport secret, que l'émigration avait coûté à la France 1000 milliards depuis les années 70, eh bien vous avez les 3000 milliards. 3000 milliards investis dans du courant d'air pour avoir une France dans un état délabré totalement aujourd'hui. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que les politiciens, c'est pas qu'ils ne sont pas capables de tirer des conclusions. C'est qu'ils ont été mis en place pour certains objectifs. Et ces objectifs sont incompatibles aujourd'hui avec la reprise en main de l'État français. Car les objectifs initiaux,
c'était de reprendre la souveraineté à l'État-nation. Bien, je voudrais m'arrêter là, Louis, pour revenir un peu au couple France-Israël, parce que le thème c'est le couple France-Israël. À partir des événements que nous vivons la même chose, disons, en Israël et en France. C'est pas pour rien aujourd'hui que le couple est attaqué. Il faut comprendre une chose très importante, c'est que la France, par rapport à Israël, a failli. La France a failli. La France est devenue véritablement, d'une manière sourde, un ennemi d'Israël. Or, la France, comprenez, c'est Chava, c'est Ève. C'est Ève qui doit, après la faute, qui doit redevenir Ève avant la faute. Israël, c'est Adam, après la faute, qui doit devenir Adam avant la faute. Il est très important de réparer la France, il est très important de réparer Israël, chacun selon sa mission, chacun selon sa fonction. Israël est un élément masculin dans ce couple, la France est un élément féminin dans ce couple. Israël reçoit de Dieu la Torah, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça se fera, excusez-moi, ça se fera, parce que c'est écrit tout simplement dans la pensée de Dieu, tout simplement. Donc, Israël va recevoir la Torah, les premières tables de la loi. Mais la France ne sera pas en état de la réaliser, parce que la France est féminine. La France réalise ce que Israël reçoit. La réalisation, par exemple, je prends un exemple, Israël va recevoir le plan d'ensemble économique, n'est-ce pas, par le Messie, fils de David, par le Messie, fils de Joseph, après par le Messie de David, et il va falloir réaliser cela dans le monde entier. Et le travail, ce ne sera pas le travail d'Israël, ce sera le travail d'Israël et de la France. La France joue un rôle fondamental dans le moteur. C'est pour ça que les forces du mal entendent pénétrer la France pour pénétrer Israël, de manière à casser le couple France-Israël. Vous comprenez? Donc je sais que tout ce que je dis, tout ce qu'on dit avec mon ami, évidemment, ça paraît saugrenu, ça paraît incroyable, mais c'est ça la vision secrète d'Israël, si vous voulez. Une bonne partie de cette vision, n'est-ce pas, elle est dans les textes. Et dans les textes. Regardez par exemple, je prends un exemple de mon livre, pour ceux qui sont intéressés, Au-delà de la nuit, à la page 181. À la page 181 de ce livre-là, Stéphane Jouffat. Stéphane Jouffat, c'est un grand journaliste, aujourd'hui qu'on n'entend plus parler, pour de nombreuses raisons, vous m'avez compris. Il était directeur de MENA Presse. N'est-ce pas? Regardez ce qu'il disait le 15 janvier 2017, il y a quelques années, c'est très 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 récent. 15 janvier 2017, la France mène une guerre froide contre Israël, sans que ce dernier ne riposte, et le conduise à son tour contre l'action belliqueuse de l'agresseur. Vous voyez? Parce qu'Israël attend. Mais il attend quoi? Il attend que la France revienne à elle-même, redevienne, s'identifie à son moi intérieur, au niveau collectif comme au niveau individuel. La France joue un rôle moteur fondamental dans la délivrance finale, pardon. Et je continue. L'objectif consiste, je cite Stéphane Jouffat, l'objectif consiste à affaiblir Israël afin que sa taille soit réduite, qu'elle abandonne une partie de sa capitale et qu'elle se retire sur des frontières indéfendables. Ça a été fait à partir de la déclaration du général de Gaulle. 2 minutes. Parce que je voudrais finir la citation. En 1968, après, comme par hasard, les 3 noms de Khartoum. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les anciens bien entendu, le non à Israël, non à la paix et non à la prospérité d'Israël. Ces 3 noms de Khartoum ont été quelque part représentés par le général de Gaulle en refusant la distribution des armes françaises à Israël. Or, la France était le seul pays, pratiquement, avec la Tchécoslovaquie à l'époque, dispenseur et vendeur, parce que c'était pas donné, c'était vendu et très cher. C'était vendu et très cher, n'est-ce pas, à Israël. C'était le seul vendeur à Israël d'armes. Et Israël était, en 1967, en pleine guerre, il y a eu un embargo français contre les armes à destination d'Israël. Je continue et je passe la parole après à mon ami. Les sources de cette guerre sont principalement, dit monsieur Stéphane Jouffat, de 2 sortes. Diplomatiques et médiatiques. Je précise, diplomatiques et médiatiques. En s'appuyant sur une agence de presse étatique et monopolistique, ainsi que sur un réseau de médias publics exagérément développé,
tout le vocabulaire de l'ONU et par l'AFP est reproduit tel quel dans la presse tricolore. Il n'y a plus de sens critique. C'est pas moi qui le dis, je le cite. C'est Stéphane Chouffa. Je finis. L'expression sélectionnée par les généraux du Quai d'Orsay s'inscrit strictement dans cette dialectique. Cela commence par l'image, écoutez-moi bien s'il vous plaît, excessif des mots, par l'usage excessif des mots colonie et colon. On va manipuler les consciences par l'utilisation de mots comme faisait Goebbels. D'accord? Le chef de la désinformation hitlérienne. Lavage de cerveau. Un lavage de cerveau. Et nous sommes actuellement en plein lavage de cerveau. Il faut se réveiller. Cela représente que l'option guerrière choisie par le gouvernement français pour constituer la colonne vertébrale de sa théorie, donc de son offensive, en excluant les avions et les chars d'assaut. Et je finis. Les seules armes de la guerre pour la France sont la désinformation et les mots. Et si ce qui passe par rapport à Israël se passe en France pour l'ensemble des informations qu'elle reçoit. Et en Israël, nous vivons aussi une désinformation à outrance, n'est-ce pas, dans la plupart des médias, parce qu'elles sont aux mains de certaines élites qui ne sont pas israéliennes et qui ne sont pas françaises. Vous comprenez ça? Je passe la parole à mon ami. Alors, je voudrais dire quelque chose de très fort, parce que dans un temps aussi limité et dans un conflit aussi complexe que le conflit du Moyen-Orient, il y a besoin d'images très très fortes. Après la guerre des 6 jours, des généraux, vous allez réaliser ce qu'on demande à Israël aujourd'hui, le suicide. Des généraux américains sont venus après la guerre des 6 jours. Et ils sont promenés dans ce qu'on appelle la Cisjordanie. Alors, je vais vous dire quelque chose que vous devez garder en mémoire. Ils ont dit, Israël a atteint des objectifs militaires qui lui permettent d'envisager l'avenir avec sérénité, car la situation antérieure, c'était les frontières d'Auschwitz. Les frontières d'Auschwitz, c'est-à-dire un État indéfendable. Or, de quoi parle-t-on aujourd'hui dans ces deux États? C'est, en fin de compte, céder toute la Judée-Samarie pour que des frontières soient à 15 km de l'aéroport Ben Gourion, avec aujourd'hui des armes et non plus des arcs et des flèches comme il y a 7 ou 800 ans, quelques missiles braqués sur Tel Aviv à 15 km et c'est fini. L'armée israélienne ne peut plus se défendre. Mais le problème est le vrai pour les banlieues françaises. La même chose. Maintenant, autre chose de très fondamentale. Notre combat, comme l'a souligné Fabien Mochet, est le même. Pourquoi? Parce que c'est la survie des peuples aujourd'hui. C'est ça. Quel est le problème, puisqu'il nous intéresse le couple France-Israël? C'est notre identité nationale. Quand on gratte au fond des choses, dans les deux problématiques politiques dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, nous retrouvons le même dénominateur commun, à savoir qu'il y a des manipulations qui sont faites. Et en fait, quand vous parlez aujourd'hui de l'agence France-Presse, de l'agence Reuters, elles sont aux mains, il faut le savoir, de la haute finance internationale, qui les alimente pour formater les esprits. Donc, on peut dire qu'il ne peut plus y avoir d'information dans la mesure où si l'information est à la base tronquée complètement. Nous sommes dans une phase de l'histoire qui s'appelle le monde d'Orwell 1984. La paix, c'est la guerre. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Ukraine. Parce que vous le savez, beaucoup d'Européens sont contre ce conflit. Ils sont en train de mettre leur tête sur un billot avec un avenir qu'on ne sait pas ce qui va advenir, à savoir engager des armées. Pour quels intérêts? Pour simplement défendre l'Empire américain ou le dollar?
envoyer à la mort des dizaines de milliers d'enfants, des populations civiles. C'est ça qui est actuellement. Et il faut faire très attention. Parce que le 11 et 12 juillet, il y a une réunion de l'OTAN très importante. Très importante. Il va falloir voir qu'est-ce qui va sortir de cette réunion. Mais maintenant, comme notre thème était cette filiation du mal dans l'histoire, je veux reprendre ce que j'avais dit sur la filiation et l'enchaînement, on peut dire, de la France au marché financier à travers les lois Pompidou. Il y a eu une deuxième étape très critique d'un président qui s'appelait Giscard d'Estaing, qui a voté les lois sur le recoupement familial. Mais croyez-moi, ce ne sont pas des erreurs. Il y avait des accords non paraphés, secrets, comme les accords financiers qui n'ont pas été signés et qui demandaient des pays pétroliers, pétrole contre émigration. Donc tout ça, ça a été préparé. Maintenant, vous avez encore une nouvelle étape. C'était la venue de la gauche qui avait représenté tellement d'espoir au pouvoir. Or, qu'est-ce qu'elle a créé, la gauche? Elle a créé un mécanisme diabolique, la stratégie de l'attention. La stratégie de l'attention, c'était d'éliminer toutes les forces politiques pour que, en fin de compte, le Parti socialiste se trouve en permanence face au Front national. Et depuis 40 ans, on berne le peuple français avec cet épouvantail. Donc, il n'y a plus de débat politique. En dernier recours, il vaut mieux ça que le fascisme. Mais de toute façon, il n'y a plus de fascisme. Que ce soit à droite ou à gauche, c'est du blanc bonnet, bonnet blanc. Puisque personne n'ose remettre en cause l'appartenance à Maastricht. Celui qui a vraiment été le grand démagogue en tant que président quand il y a eu un référendum sur Maastricht, alors que le peuple français n'avait pas donné son accord pour l'adhésion, a eu ces paroles, que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, nous allons vers le nouvel ordre mondial. Et il a fait voter le traité de Lisbonne, où la France, évidemment, est rentrée dans cette direction, avec, évidemment, la Cour européenne de Bruxelles. Alors, aujourd'hui, les opinions demandent, mais comment on ne modifie pas un peu notre trajectoire politique avec tout ce qui se passe au niveau santé, au niveau... Mais vous avez eu, en grandeur nature, un exemple. On a mis en prison les Français pendant 2 ans avec une paranoïa qu'on a organisée qui s'appelait le Covid-19. Mais il faut le savoir, dans les sphères qui veulent diriger le monde, ce scénario était prévu depuis très longue date. C'était un banc d'essai. Et je vous le dis, ce n'est pas la dernière tentative pour, d'ailleurs, vous le voyez très bien dans vos journaux, c'est qu'aujourd'hui, on est en Angleterre, qui est à la pointe également de cette nouvelle ordre mondiale, l'identification faciale, les monnaies numériques, qui, de tout l'avis des spécialistes, c'est le traçage. C'est le traçage. Alors, je vais vous dire une chose, c'est très difficile de s'y retrouver aujourd'hui. C'est très, très, très compliqué. À savoir qu'il y a 2 stratégies qui sont développées pour mener aux objectifs des uns et des autres. Je vais vous donner les deux grands axes. Vous avez, depuis des années et des années, et ça on l'avait expliqué dans des cours différents, la volonté de mettre en place un ordre mondial, le nouvel ordre mondial qui est écrit sur le billet d'$1. Et cet ordre mondial, il n'y a pas à se poser de questions. C'est la haute finance internationale qui veut la mettre en place, et c'est pour ça qu'elle a besoin de tous ces outils d'immatriculation faciale, de monnaie numérique, c'est-à-dire, en 2 mots, on ne peut pas tout développer, mettre en esclavage carrément l'Occident. Bon, on revient au couple France-Israël. Se télescopant avec cette stratégie, c'est la stratégie de l'islam. C'est-à-dire que cette nouvel ordre international a voulu, pour briser les souverainetés, introduire des émigrations qui déstabilisaient les sociétés,
de manière à créer des grands remplacements, comme c'est un... Je tiens à préciser, excuse-moi Louis de t'interrompre, c'est très important, ce qu'on voit en France, on le voit en plus petit, on le voit en Israël. Absolument. Dans le couple France-Israël, il y a une stratégie d'immigration galopante, secrète, toujours avec le sourire, avec un humanisme universel tout à fait éhonté, qui permet tout simplement au peuple de perdre leur identité propre, que ce soit en France comme en Israël. Le couple France-Israël est attaqué à l'intérieur de chacun d'entre nous, de manière à empêcher absolument de se retrouver identitairement entre Israël et la France, de manière à réintroduire, si vous voulez, le monde de Nimrod. Le but, c'est de tout, le grand mélange, vous voyez, c'est de tout mélanger, de manière à ce que ce monde de Nimrod, on le vit tous les jours en Israël, on le vit tous les jours à Tel Aviv, il y a énormément de manifestations, il y a même des heurts avec la police. Et c'est pareil ce qu'on trouve en France, on le retrouve ici. Ne croyez pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de s'attaquer au fer de lance. C'est le couple France-Israël. Qu'est-ce que c'est que ce couple France-Israël? Juste un mot. Ce couple France-Israël, c'est tout simplement la capacité d'Adam et de Ève de revenir avant la faute, réparer, de manière à ce que le Messie puisse s'en sortir. Le plan de Dieu, la royauté de Dieu a été confisquée par certaines élites. Je ne donne pas de nom, évidemment, je ne fais pas de politique ici. Mais la force de l'humain a été tout simplement échaudée, siècle après siècle, décennie après décennie. Ça s'est accéléré depuis une cinquantaine d'années, c'est pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je me rappelle très très bien, sans donner de secret, bien entendu, que dans les années 80, début des années 80, n'est-ce pas, il était très clair lorsqu'on voyait les banlieues françaises, j'étais en France à ce moment-là, et on voyait ces banlieues françaises tout simplement se remplir, mais au jour le jour, de personnages, de culture, de personnalités qui n'étaient pas du tout prêtes à s'assimiler, parce que la France est un pays d'assimilation, certes au début du XXe siècle, mais certainement pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez au moins 40 à 50% de cette population-là, jeune, qui n'a aucune envie de s'assimiler pour une raison très simple. Parce qu'ils sont conduits tout simplement par un mot d'ordre. Ils ont été formatés pour cela. Et c'est la même chose pour Israël. Je vous le dis, aujourd'hui en Israël, il y a des gens, je ne donne pas de nom évidemment, de Tel Aviv, qui disent qu'il faut séparer, diviser Israël en deux. Comme Hollande l'avait dit. Comme Hollande l'avait dit, le président Hollande l'avait dit à ce moment-là pour la France. C'est-à-dire que véritablement, il y a une volonté de séparation. Or, la séparation, c'est diabolique. La séparation, c'est le serpent. Nous, on veut l'union. C'est la dualité. C'est le serpent. C'est-à-dire les forces du mal. Les forces du mal ne supportent pas l'unité. Parce que Dieu est un. Et à partir de ce moment-là, le fait de reconstituer le couple France-Israël, eh bien, ça permettra non seulement de donner un support à la Torah de la délivrance de se dévoiler dans le monde entier, parce qu'à part d'Israël, phénomène masculin, la France, phénomène féminin, le couple qui réapparaît, eh bien, dans un monde apeuré, parce que, je répète, moi, en tout cas, nous ne sommes pas prophètes, c'est évident, on peut se tromper, je peux me tromper, que ce soit clair. Mais je le sais, je le ressens très profondément. Les événements qui s'annoncent sont des événements dramatiques. Cataclysmiques. Et à partir de ce moment-là, si le couple France-Israël ne sera pas en voie de cheminement l'un vers l'autre, eh bien, ça sera la fin de la France. Pas d'Israël, parce qu'Israël est protégé, mais la fin de la France. Pourquoi? Parce que la France aura été au fond de son antisionisme, au bout de ce combat insidieux, caché, pervers, qui permet non pas de détruire Israël, parce qu'Israël est indestructible, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais de sa propre destruction à elle, France. Plus elle cherche à détruire Israël, et plus la France se détruit. Pourquoi? Parce que Israël, c'est comme dans un couple. Parce que Israël, c'est le côté masculin dans notre discussion, et la France, c'est le côté féminin. Lorsqu'il y a divorce, bien les deux vont souffrir. Et les deux souffrent. Et Israël attend. Alors il attend quoi? Il attend que, en fin de compte, que ce qui s'est passé à la première révolution industrielle, et surtout à la première révolution française en 1789, devienne une réparation.
une réparation. Ce qui s'est passé avec Robespierre en 1789 et les années suivantes, surtout à partir de 1792, c'est-à-dire la guillotine, c'est-à-dire quoi? Pour nous, dans la Torah, couper le vave, ça veut dire l'être humain, et lui enlever la tête. Et le tête, c'est quoi? C'est le yud, pour ceux qui comprennent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en coupant les têtes, on va tout simplement désorganiser par la peur, par la tension intérieure, par la désinformation, par la, tout simplement, déstructuration de l'ancien régime. Et encore une fois, je ne fais pas de politique. Je suis ni royaliste et ni anti-royaliste. Je fais tout simplement mon analyse en tant qu'économiste et en tant qu'homme de Jérusalem. C'est tout. Simplement, je voulais dire, rappeler quelque chose que j'avais dit dans des précédents cours, pour de manière à démystifier ces propos de complotisme et compagnie. Ce n'est pas du complotisme de dire, et ça ce sont des faits, que le président Giscard d'Estaing, que Dieu ait son âme, avait acquis son adhésion aux sphères de la grande élite Illuminati, qui s'appelait le Bohemian Club. Il s'était déplacé, et que pour que vous compreniez l'enjeu, c'est que le peuple juif a lutté contre les idolâtries depuis des siècles. Et dans nos textes et dans nos traditions, il y avait quelque chose qui était abominable. C'était la crémation des enfants pour le dieu Moloch. Pour le dieu Moloch, il y a des centaines, il y a des milliers d'années. Et il y a d'ailleurs un lieu à Jérusalem qu'on appelle la vallée de la Géhenne, le Gehenom, l'enfer, où on brûlait ces enfants pour les donner en sacrifice. Eh bien, sachez une chose, que la cérémonie d'intronisation au Bohemian Club, chaque année, était manifestée par une grande fête où on brûlait en effigie le berceau d'un bébé. Voilà, au XXe siècle, un président de France qui se rallie à ces choses macabres du passé. Et évidemment, idolâtre. Et donc, soumission à ces élites. Donc, en fin de compte, je veux simplement reprendre ce que j'avais dit. Le télescopage entre la stratégie du nouvel ordre mondial en France, que vous avez vécu avec le Covid et tout ce que vous voyez, nous aussi, qu'on a vécu, nous aussi. Et qu'on vit ici également, mais également avec une stratégie qui est la télescope, c'est l'action politique d'un islam intégriste qui veut absolument transformer le visage de la France dans des objectifs qu'on appelle dans la charia le djihad. Alors, il faut savoir que les deux sont quelque part des alliés diaboliques, puisque le nouvel ordre mondial se sert de cette émigration pour détruire la souveraineté de la nation, et eux s'appuient sur le nouvel ordre mondial pour pénétrer toutes les sociétés occidentales et les détruire de l'intérieur. Je vais vous donner un chiffre qui va être très clair et qui appuie sur ce que dit quand il a parlé de l'intégration, mais sans véritablement d'assimilation dans la société accueillante. C'est que ces 4-5 dernières années, un grand sondage a été fait en France. Et vous voyez que ça ne concerne pas uniquement les 7 millions dont on vous parle tout le temps, car on a attribué la nationalité française à tour de bras depuis les années 70, 73. Et en fait, le chiffre qui vous est donné, il faut le multiplier par 3 pour savoir l'importance de l'islam en France. C'est aujourd'hui un potentiel d'un Français sur 3, pratiquement. Eh bien, on a fait un sondage sur cette catégorie de population, et qu'est-ce qu'il leur a été proposé comme question? Il leur a été proposé: préférez-vous et acceptez-vous de vous soumettre aux lois de la République française, ou préférez-vous les lois de la Houma? 75% ont répondu les lois de la Houma. Alors, je vous livre cette réflexion pour que vous tiriez vous-même les conclusions. Comment pouvait-on envisager l'intégration quand on a affaire à une population qui ne veut pas s'intégrer à juste titre? Ça correspond
ça ne correspond pas à leurs valeurs religieuses, à leur éthique morale. Donc tout ça, il fallait le prendre en compte dans cette émigration. Et pour ajouter la cerise sur le gâteau, la France, au moment de ce défi technologique dont parlait Jean-Jacques Servan-Schreiber dans le défi américain, n'a trouvé rien de mieux à faire d'amener des millions d'illettrés sur son territoire et qui sont à la charge des assurances sociales. Prenez, quand on vous donne des chiffres du chômage aujourd'hui, on vous parle des 4 500 000 qui sont affectés au RSA et qu'il faut rajouter sur ces populations. On vous parle de ces fichiers qui sont en permanence nettoyés à l'Office de l'emploi en vous disant ben non, mais les chiffres sont stables, simplement on a enlevé 150 000, 200 000, que pour des raisons vous n'avez pas accepté n'importe quel emploi, ben vous êtes jeté, vous n'avez plus droit à rien. Donc quand on fait le bilan de ça et que vous tombez sur des sondages crédibles, et la précarité de l'emploi, sur des sondages crédibles sur le chômage, mais les chiffres officiels sont à multiplier par 2 ou par 3. Donc voilà où on en est. Alors combien de Français soutiennent l'effort financier pour financer tout ça? C'est impossible. La fiscalité aujourd'hui de la France est écrasante. Le pays est en état de dislocation. Et je vous le dis. Et je répète aussi, il s'agit de même pour Israël. Je répète, c'est la même chose. Nous vivons la même dynamique. Le couple France-Israël est aujourd'hui en très très grand danger. En très très grand danger, car le phénomène commun, c'est qu'on veut détruire l'identité de cette civilisation judéo-chrétienne. Mais la destruction des valeurs judéo-chrétiennes, c'est la fin de l'humanité. Car on rejoint à ce moment-là le premier projet du roi Nimrod, à savoir couper l'homme de sa transcendance. Et coupant l'homme de sa transcendance, l'univers retourne au chaos, au Hamas, puisque c'est pour ça que Dieu a créé ce qui s'est passé dans le déluge de Noé. Le monde était plein de Hamas. Bien, alors nous allons bientôt conclure. D'abord, un point très très important. Le Zohar dit que lorsque Adam Arishon a fauté avec sa femme, le serpent qui était avec eux s'est lui-même divisé en deux. Parce que avant la faute, le serpent était ami de Adam et de Ève. Bon, évidemment, c'est un langage codé, bien entendu. Mais la faute de la séparation des deux arbres a provoqué la séparation de l'extériorité et de l'intériorité du serpent même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le serpent, pour qu'il redevienne lui-même, doit retrouver sa propre unité. Et c'est pareil pour le couple France-Israël. Je voudrais conclure, ensuite, après je passerai la parole à mon ami, à la page 183 et 182-183. Le couple France-Israël, avais-je écrit, était un couple éminemment messianique. Il forme, en fait, l'épine dorsale de la création. Je vais très vite et j'essaie de faire une petite sélection. La France est une nation qui porte une double dualité. Dans son extériorité, la faute de Ève est représentée au moins depuis la Révolution française. Les forces de l'Égypte moderne. La France, c'est l'Égypte moderne. N'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Sarfat, Fat, est un nom égyptien. C'est-à-dire, Tsar est un nom égyptien. C'est-à-dire, véritablement, nous avons Mitzraïm et nous avons Tsarfat, le Tsar. Hein, c'est pas pour rien qu'on parle du Tsar de Russie, d'ailleurs, entre parenthèses. Et le Tsar, dans le Zohar, le mot Tsar est lié au nom secret du démon, du Satan, de Satan en français. Il faut comprendre cela. La France, il est manipulée dans son extériorité par deux forces, on l'a dit, on le répète. Les forces de Fat, c'est-à-dire Lilith, et les forces de Tsar, c'est-à-dire du serpent. Donc il faut beaucoup, beaucoup travailler sur l'union des valeurs morales. Arrêtez de se déshabiller dans les rues. Soyons non pas victimes de l'impudeur, mais acteurs de la pudeur. Parce que Dieu voit tout. Je sais ça paraît saugrenu ce que je dis, mais on le verra bientôt.
Dieu est partout présent. Il est présent en France comme en Israël. Mais en France, il est beaucoup plus caché. C'est tout. Alors je finis là en disant la chose suivante. Cette dualité française, dans son extériorité, elle est révolutionnaire. Elle se veut, depuis 1789, tout simplement porteuse d'une parole, d'une culture universaliste, sans Dieu, n'est-ce pas, où c'est la laïcité. Et j'ai encore une fois, je ne critique pas les laïcs. Mais seulement j'ai dit attention. Nimrod était laïque. Mais pas athée. D'accord? Mais pas athée. Bravo. Mais pas athée. Une deuxième chose très importante. La France, en elle a un problème terrible. Parce qu'elle sait qu'elle n'arrive pas à s'identifier avec son moi intérieur. Donc, il faut si vous voulez, reconstituer l'unité à l'intérieur même de la France. L'intériorité de la France, c'est tout simplement Ève qui travaillait avec Dieu avant la faute. Donc, que la France fût née d'église, pourquoi pas? Mais la France a été quand même plus de 2000 ans fille aînée de l'église, depuis Charlemagne minimum, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la Révolution française, pardon. Pas aujourd'hui, jusqu'à la Révolution française, fille aînée de l'Église. C'est-à-dire que le peuple français, qu'on ne veuille ou qu'on ne le veuille pas, dont son moi intérieur, dont son ADN, est religieux. On a tout fait pour le retirer de ça. Alors encore une fois, il ne faut pas mélanger Israël et la France. La France et la France, Israël et Israël. Israël a reçu la Torah, la France a reçu aussi sa propre, si vous voulez, dignité morale, son propre rapport avec Dieu. Donc je vais simplement conclure à mon tour pour manifester le lien profond de la France avec Israël, simplement en disant que nous ne serions pas de ce côté de la Méditerranée pour vous parler aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le grand événement de l'histoire que nous connaissons, l'affaire Dreyfus, et regardez à quel point nous sommes attachés à notre histoire, c'est que l'État juif qu'avait fait paraître en 1896 Théodore Herzl, qui est toute la théorie du sionisme politique, c'est écrit rue Cambon à l'hôtel de Castille. Et quand Théodore Herzl venait écouter à l'Assemblée nationale les séances, puisqu'il était l'envoyé spécial d'un journal autrichien, le New Press, eh bien il habitait rue Monceau, au 8 rue Monceau, se promenait au jardin Monceau, que je connais très bien d'ailleurs, et disait-il, comme il aimait la France, c'est un peu comme Jérusalem pour moi, quand je me promène au parc Monceau. Donc, l'attachement. Mais un homme comme Herzl a été bouleversé par ce qui s'est passé à cette époque-là, parce que l'idée que se faisaient les nations de la grandeur des valeurs françaises, des droits de l'homme, mais il y avait un plan d'histoire. Donc c'est à partir de ce rebondissement de ce procès que ça a été mis en route le sionisme politique. Donc je veux terminer sur une chose qui me préoccupe, c'est qu'on a le temps s'accélère. On est dans un effondrement civilisationnel. Absolument. Dans la mesure où la dernière théorie qui maintenant ravage le monde occidental, c'est qui est arrivé d'outre-Atlantique. Le mondialisme. Le wokisme. Le wokisme, le mélange des sexes, c'est-à-dire, en fin de compte, l'anéantissement de l'identité de l'être. Et voilà où nous sommes. Et croyez-moi, ça ne peut pas durer longtemps aujourd'hui. Alors, j'ai entendu Fabien, j'ai bien pris conscience, mais en fait, comme je l'ai dit au début de mon intervention, les peuples sont bâillonnés. Ils n'avaient plus le libre arbitre depuis des années en France. C'est une dictature. Je me rappelle d'un certain Schwarzenberg, qui était un homme pour lequel j'avais de la sympathie, les radicaux indépendants, et qui disait... Roger Gérard Schwarzenberg.
Brillant, très brillant. Qui était un de mes profs en sociologie politique à l'université de la Sorbonne. Roger Gérard Schwarzenberg. C'était le premier agrégé de France. En 74, qu'est-ce qu'il disait? Non, je quitte la politique, c'est le star system. Voilà, c'était devenu du vénétariat. Et en fin de compte, c'est très dommage, mais nous n'avons plus de personnages à la tête de l'État depuis déjà de nombreuses années en France, de patriotes qui ont l'étoffe nationale, l'identité, qui sont là pour défendre l'identité nationale et le bien de leur peuple, mais qui sont au service d'intérêts étrangers. Il faut que ça change pour que la France retrouve ses valeurs et son identité, et le temps presse. Merci beaucoup.